En ce moment, les carnets, encore les carnets, pas les miens, mais ceux de H.P. Lovecraft. Je vais vous montrer là, ceux que j'ai achetés sur eBay. J'en ai une petite collection, un par année. C'est exactement le format de ceux qu'utilisait Lovecraft rituellement, un par an, et avec le mystère d'un qui est plus luxueux que les autres, qui était un carnet de 1927, offert par Sonia, dont il est à l'époque séparé, mais continue de se voir. Le divorce ne sera finalisé qu'en 1928. C'est même pour ça qu'elle rend visite à Lovecraft et sa tante à Providence. Et apparemment, Lovecraft, c'est trop luxueux pour lui. Il préfère ses petites habitudes. Il n'utilise pas le carnet offert par Sonia, et en 1933 s'en sert pour prendre des notes sur la composition littéraire. Et c'est un carnet qui est écrit dans les deux sens. C'est-à-dire, dans toute la première partie, on est dans le sens normal, mais il n'utilise pas les fonctions agenda, comme il fait dans celui de 1925. Et si on le retourne, ben là commence toutes ces listes d'horreur, listes d'éléments pour les histoires d'horreur, liste d'éléments essentiels, et puis ce texte-là sur la composition des histoires surnaturelles. Et c'est très étonnant, la première fois que je suis tombé dans ce carnet, je ne connaissais pas ces textes. Il y en a 52. 52 où il prend tout d'abord Edgar Poe. Alors Edgar Poe, vous savez que les nouvelles histoires extraordinaires, nouvelles histoires extraordinaires, il y a aussi Arthur Gordon Pym, il y a aussi Eureka, c'est la traduction historique de Baudelaire, ce qui fait que toutes les tentatives d'œuvres complètes d'Edgar Poe de retraduction sont chaque fois tristement tombé à l'eau. Et puis même moi, je crois que, bon, évidemment, j'ai mon Edgar Poe en langue originale, mais est-ce que je m'en sers vraiment? Pas tellement. Ça fait partie des choses qui sont symboliques. C'est une bibliothèque, ça se construit pas forcément simplement avec les livres qu'on a lus ou qu'on lit. Et ce qui est étrange dans ces 52 compressions, le mot est de lui. Il n'y a pas simplement Edgar Poe, il y a aussi toute une série d'histoires de Dunsany. J'adore aussi, pour moi, simplement, j'ai ces 51 histoires de Dunsany. Je crois que j'en ai traduit les 2/3 maintenant. Et bon, tout ça, ça fait... J'aime bien, en fait, cette idée de multiplicité de chantiers qui chacun progresse selon les jours. Je n'ai plus l'âge de m'astreindre. Il y a Arthur Machen, il y a Algernon Blackwood, quel nom, Algernon Blackwood. Monteguiro James, là j'en ai traduit une aussi, Super Bonheur, Chambre 13, qui est aussi résumée là-dedans. Et lui-même dans le carnet, elles sont rassemblées par auteur. Walter Delamare, Monteguiro James, je l'ai dit. Mais quand même, vous vous rendez compte, 52 histoire résumée, alors à quoi bon? Parce qu'il a peur de ne pas s'en souvenir, c'est pas le genre. Non, c'est plutôt que dans l'effort de reprendre une nouvelle fantastique, surnaturelle, et de la reprendre comme ça en quelques lignes, eh bien les quelques lignes deviennent une sorte d'embryon, d'armature, de catalyseur. C'est-à-dire, vous pouvez prendre cette toute petite grille, vous l'avez extraite là de Monteguiro James ou de Dunsany, et si vous l'implantez là, dans votre propre univers, elle va à nouveau greffer des éléments d'histoire. Et lus comme ça, eh bien ces textes incluent leur part d'éléments actifs, d'éléments dérangeants. Et on va les reprendre. Alors Edgar Poe, donc moi j'ai toujours mon Pléiade, depuis même avant mon premier livre. C'est tellement un accompagnement. Je crois que c'est ça aussi qui m'a permis d'entrer dans H.P. Lovecraft. C'est-à-dire Lovecraft qui écrit 90 ans après Poe, entrer dans H.P. Lovecraft. C'est entrer dans une sorte de survivance ou de refabrique d'Edgar Poe. Évidemment, c'est pas Edgar Poe n'est pas sa seule source. On retrouvera aussi bien les influences européennes, le roman
gothique anglais, on retrouvera Maupassant même, et Baudelaire aussi, une drôle de circulation, de croisement. Lovecraft était possesseur d'une anthologie de Baudelaire, il s'en sert au moins dans une histoire comme germe. Et moi je crois que cet été 2015, où on avait passé 2 mois à Providence, où donc je m'étais mis là sur la transcription et la traduction du journal 1925, et puis où j'avais trouvé ce petit carnet là, de 1927 avec des notes écrites en 1933, et puis cette page Remembrancer, ce souvenir, où on note la taille du faux col, le poids, la taille, etc. Tout ça c'est dans mes vidéos, et puis une petite vidéo faite par contre 2 ans plus tard en revenant à Providence, et j'ai appelé ça guide pratique de Providence. C'est un des lieux pour moi totalement essentiel, parce que névralgique, il est juste à l'angle là de College Street où habitait la dernière maison de H.P. Lovecraft, et puis Benefit Street qui est la rue, j'allais dire, la plus emblématique, là où il y a la maison maudite par exemple. Eh bien, il y a cette vieille librairie, Athenaeum. Et Athenaeum, c'est une librairie avec des alcôves, des galeries, et puis une pièce en sous-sol, mais qui donne sur un genre de petit jardin, puisqu'on est sur une déclivité de collines. Et 90 ans avant H.P. Lovecraft, quand Edgar Poe a vécu lui aussi 1 an à Providence, où il avait sa chérie, eh bien, tous les jours il venait là lire le journal. Vous savez, ces journaux qu'on met là sur des grandes baguettes de bois et qu'on lit, comme on trouvait à l'époque dans les bibliothèques ou dans les cafés. Et il y avait toujours ce fauteuil qu'Edgar Poe utilisait au sous-sol pour lire son journal, et Lovecraft lui-même venait tous les jours à l'Athenaeum, s'asseyait dans le même fauteuil et lisait lui aussi le journal à cet endroit. C'est cher, le journal, le Times Literary Supplement, toutes les semaines, bien sûr, on le lit. Et quand toi, tu t'assieds dans le même fauteuil, t'as pas besoin de lire le journal, figure-toi. Tu t'assois là dans le fauteuil, tu te dis qu'exactement 90 ans avant toi, Lovecraft était assis à cet endroit-là et regardait cette fenêtre. Et Lovecraft, il pensait que 90 ans avant lui, Edgar Poe s'était assis ici, dans ce même fauteuil, et regardait cette fenêtre. Il y a un autre endroit aussi, bien plus haut, sur la colline, c'est Prospect Park. Et Prospect Park est une grosse balustrade avec la statue du fondateur de la ville, et on domine, alors au crépuscule, c'est magnifique, tu vois, toutes les petites lumières s'allumer, tu vois les clochers, dont celui, vous savez, celui qui chuchote la nuit. Tu aperçois un clocher de loin, dans le dédale de la ville, mais à mesure que tu essayes de le rejoindre par la ville elle-même, il s'éloigne, tu trouves jamais le bon endroit. Et là, tu comprends Lovecraft. Et bien, dans Prospect Park, il y a là, parce qu'il y avait l'auberge, là où vivait Edgar Poe, la chambre qu'il avait dans cette période Providence, et lui aussi, il venait voir au crépuscule, là, adossé à cet arbre, le panorama de la ville, comme Lovecraft faisait. Et toi, t'es là, contre l'arbre, et contre cet arbre, ces 2 hommes sont venus à 2 fois. Moi, je ne vais pas vous embêter avec... C'est un peu trop romantique, cette approche. Moi, j'ai toujours eu besoin de ça. Alors, qu'est-ce que je fais avec Rabelais? Puis c'était pareil l'autre jour chez Julien Gracq. Puis ça a été pareil le jour où je restais toute une après-midi. On était à 2, là, tout seul, dans la maison de tante Léonie à Combray. Mais tout ça tellement change. Et par exemple, l'Athénaeum, là où il y avait ce fauteuil au sous-sol, eh bien, l'été dernier, c'est un chercheur, un historien, Jérémy Foac, pour qui j'ai une grande estime. Là, c'est un travail aussi sur la Saint-Barthélemy. Et il était à Providence, et je lui ai dit, mais il faut aller à l'Athénaeum, c'est un plaisir de bibliothèque. Et oui, il m'allait en travaux pour réfection. Alors, j'ai pas complètement de crainte, parce qu'elle est classée monument historique, donc ils vont pas faire n'importe quoi. Mais tu comprends ce qui était magnifique. Je l'ai là. Tu trouves, ça c'est un fac-similé, bien sûr, mais un fac-similé d'un livre sur les sous-marins en 1930. The Romance of Submarine Engineering, 1913. Et toi, tu es dans les petites alvéoles de l'Athénaeum, et tu sors ce livre de 1913, l'original, pas le fac-similé que je me suis procuré ensuite, et tu vois ces gravures, ces illustrations, et tu sais que tu tiens dans les mains
puisque des livres sur l'histoire technique des sous-marins, il n'y en a pas tant, mais que tu connais l'histoire de Lovecraft, The Temple, qui est un naufrage là d'un sous-marin, et dans l'actualité, par exemple 1925, dans le Times, c'est très souvent, et les opérations de sauvetage, etc., etc. Donc tu tiens dans les mains un livre que H.P. Lovecraft, un exemplaire du livre. C'est-à-dire, non pas que tu lises un livre non, l'exemplaire même que H.P. Lovecraft, dans ce même rayon, là, assis à cette même table de la petite alvéole, servi pour sa documentation. Et il avait des habitudes de documentation extrêmement fortes. Idem sur les récits d'expéditions antarctiques dont il s'est servi dans At the Mountains of Madness. Alors évidemment, comment tu serais insensible à ces choses-là? Alors, très peu probable, par contre, que l'Athénaeum, même si on respecte le bâtiment, il réinstalle dans les alvéoles un livre de 1913 sur la construction technique des sous-marins. Ça, j'en sais rien, mais c'est étrange toujours de voir ces effacements à Combray, la maison de la tante Léonie. Pourquoi elle me touchait? Parce qu'en 1954, quand on l'a transformée en musée, on a changé l'électricité. On a mis en place l'électricité de 1950. Eh bien, évidemment, on était totalement déjà dans un anachronisme par rapport à ce qu'avait connu Proust là dans son enfance, vers 1891. Donc, c'est vers 1900-1903, lui, les visites à tante Léonie et les vacances à Combray. Mais moi, ce décalage, c'est-à-dire se retrouver là dans l'électricité des années 50, je me retrouvais chez mes propres grands-parents. Donc, tout d'un coup, ce décalage temporel, tu pouvais le projeter sur Marcel Proust. Le petit musée dédié à Alain Fournier et au Grand Maune, à Épineuil-le-Fleuriel, est un modèle de ce point de vue-là. Voilà. Alors, Edgar Allan Poe, la maison Usher. Vous vous en souvenez de la maison Usher? Eh bien, la maison Usher, ici, regarde, 3, 6, 7 lignes et demie. Usher, le déclin d'une famille et d'une maison reliées ensemble finiront au même moment, une atmosphère de menace et de déclin. L'enterrement prématuré de la sœur, la peur, les hallucinations auditives du frère, l'apparition dramatique de celle qu'on pensait morte, l'histoire sans cesse happée par son double sens cauchemardesque. Et c'est une seule phrase. Lovecraft utilise des tirets longs, comme Flaubert dans ses tout premiers manuscrits d'ailleurs. L'IGA. Là par contre il y a des points. La volonté persistante de vivre. Phrase nominale avec un infinitif. Une première femme d'origine mystérieuse prend possession du corps de la seconde après sa mort. Atmosphère. Point culminant, 2 points. La reconnaissance, le changement de corps, plus grand. Le suaire qui tombe révèle des cheveux noirs. Je suis sûr que d'ici ce soir, vous allez aller là relire l'IGA chez Edgar Poe, traduction Charles Baudelaire. Manuscrit trouvé dans une bouteille, navire en détresse, naufragé par un énorme et étrange navire qui surgit au-dessus de l'épave sur une vague titanesque comme d'un pic. Le narrateur est jeté dans le gréement de l'étrange navire, y trouve un équipage âgé, des cartes et des instruments délabrés et archaïques, des bois pourris et poreux comme du chêne espagnol qui se serait naturellement distendu. Le mot distendu. L'équipage ne voit pas, ni ne semble prendre garde au narrateur. Le nom du navire, la découverte, le grand âge des hommes impressionne. Le bateau s'en va vers l'Antarctique comme aspiré par une fatalité, une puissance infernale considérable pour être aspiré à la fin dans un amphithéâtre monstrueux, un golfe, un tourbillon. Alors évidemment, si je vous dis manuscrit trouvé dans une bouteille, vous l'avez lu combien de fois dans votre vie? Ouais, 5, 8, 10. Évidemment, on lit manuscrit trouvé dans une bouteille une fois tous les 3 ans, tout le monde. Mais si je vous dis là, allez, là, mets sur table, un petit papier, tu me le résumes en 100 mots. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, ben là, tout d'un coup, on l'a, ça. Et ce mot distendu, c'est l'ordre même d'apparition des éléments, c'est-à-dire l'ordre d'apparition mémorielle. Quand on se fait l'effort comme ça de se souvenir d'un texte, ça redessine un nouveau chemin.
Et ce chemin, c'est-à-dire le surgissement ou l'ordre d'apparition des éléments, c'est la base d'une construction d'histoire. Le portrait ovale, 4 lignes suffisent. Et attendez, hein, c'est des petits trucs de mouche, là, tout petites pattes de mouche, là, dans ces petits carnets. Dans un château abandonné, une peinture qui apparaît vivante. Le voyageur apprend plus tard qu'il s'agit de la femme de l'artiste qui, négligée, est morte à son achèvement. Valdemar, un homme mort, gardé vivant par l'hypnose, tombe dans une ruine instantanée et complète 7 mois plus tard, quand on cesse l'hypnose. Ben, ça, Lovecraft, il s'en est servi de cette idée. Le chat noir, un animal torturé, prouve les méfaits de son bourreau en révélant son crime. 2 lignes suffisent, voir aussi le cœur révélateur. William Wilson, Berenice. Après une enfance maladive et morbide, le narrateur se fiance à sa cousine. Se prend d'une fierté anormale pour ses dents. C'est une histoire, une de celles qui fiche le plus le malaise dans tout Edgar Poe. Après sa mort apparente, il viole sa tombe dans une folie inconsciente, arrache les dents du corps qui vivait encore. On lui raconte son horreur plus tard et on trouve les dents de son épouse dans une boîte. Et Metzengerstein, elle est un peu plus longue, mais quand même, non, ça vaut le coup. C'est quoi pour vous l'image intérieure de Metzengerstein? Voilà celle de H.P. Lovecraft. Et je pense pas qu'il ait eu besoin d'avoir le livre de Edgar Poe ouvert devant lui pour écrire ses compressions. C'est vraiment travailler sur la réminiscence de ce qu'on a lu. Une atmosphère d'horreur, suggestion de métempsychose. Les maisons M et B sont ennemies. Une ancienne prophétie. Un grand nom tombera d'une chute terrible quand, comme le cavalier sur son cheval, la moralité de Metzengerstein triomphera de l'immortalité de Berlifitzing. Là, il recopie avec des guillemets. Donc là, je pense qu'il a le livre ouvert. Le comte B, un vieil homme, fou de chevaux. Le baron M, jeune, farouche. Incendie les écuries choyées de B. Le vieux B périt en voulant sauver ses chevaux, mais on retrouve son nouveau cheval, géant, parmi les flammes. Ne voulant le reconnaître comme celui de B, même si marqué des armes de B, M le chevauche avec violence. On découvre que l'image d'un cheval des ancêtres de B a disparu d'une tapisserie de M. À la fin, le château de M prend feu alors que M, dans sa folie, chevauche le nouveau cheval dans la forêt. Le cheval s'emballe et l'emporte à la mort en se jetant dans les flammes. La fumée prend alors la forme d'un gigantesque cheval. Présence d'une lumière surnaturelle, l'idée que le cheval était le vieux B lui-même. Et je trouve, si je devais le relire, j'enlèverais B, M et je ferais toujours Berlifitzing, Metzengerstein, le comte Berlifitzing, le baron Metzengerstein, les écuries choyées de Berlifitzing, le vieux Berlifitzing, encore marqué des armes de Berlifitzing, Metzengerstein, le chevauche avec violence. On découvre que l'image d'un cheval des ancêtres de Berlifitzing a disparu d'une tapisserie de Metzengerstein. À la fin, le château de Metzengerstein prend feu alors que Metzengerstein, dans sa folie, chevauche le nouveau cheval dans la forêt. Le cheval s'emballe, l'emporte à la mort en se jetant dans les flammes. La fumée prend alors la forme d'un gigantesque cheval. Présence d'une lumière surnaturelle. L'idée que le cheval était le vieux Berlifitzing lui-même. J'adore ce petit micro. Évidemment, il faut le supporter là, devant ma bouche, mais... Voilà, petit tour dans les compressions de H.P. Lovecraft. Et c'est quelque chose qui nous apprend beaucoup. Une fois, on l'avait refait, nous, en atelier d'écriture, là, sur Tire-Livre. On a sacrément appris aussi. Tu peux même pousser plus le jeu plus loin. Tu résumes l'histoire de façon à ce qu'on ne reconnaisse pas la source. Alors, elle est vraiment à toi. On peut tout faire avec ça.